Bonjour à tous. Normalement, ça fonctionne. C'est normal si voilà, votre webcam n'est pas activée, si votre micro n'est pas activé non plus. Et si vous avez des questions, je vous invite à le faire dans l'onglet cuillère et non dans l'onglet chat. Parce qu'on est deux de l'agence, donc moi qui sera animatrice et ma collègue qui va répondre à vos questions en fait durant le webinaire. Je pense qu'on va pouvoir démarrer directement. On attend 2 minutes? Ok, on attend 2 minutes alors. Et c'est en train d'être enregistré pour information. Je pense qu'on va commencer le webinaire. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter de végétalisation, plus précisément comment concilier efficacement la rénovation énergétique, la végétalisation et la préservation de la biodiversité. Donc, ça fait partie des rendez-vous copro qui se passent à l'Agence parisienne du climat régulièrement. Hop. Alors, le déroulé de la soirée. Donc, pendant une petite heure, on va discuter de la végétalisation des copropriétés. Je vais vous faire une petite présentation de l'Agence parisienne du climat pour ceux qui ne connaissent pas. On va discuter un petit peu de l'intérêt de la végétalisation pour les copropriétaires. Et on va vous présenter des dispositifs d'accompagnement que l'on a actuellement à Paris pour la végétalisation. Donc, il s'agit de CoProAsist et Éco-Rénovons Paris Plus. Et ensuite, on aura notre intervenante qui discutera des enjeux de la biodiversité dans les projets immobiliers. Et à la fin, on aura un temps d'échange avec la salle, donc des questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire dans le chat. Donc, les intervenantes de ce soir, moi-même de l'Agence parisienne du climat, donc je suis chargée de mission accompagnement des copropriétés, plus précisément dans le 5e et le Nord 14e. Ma collègue Adèle Arnoux, qui est aussi chargée de mission accompagnement des copropriétés dans le reste du 14e arrondissement de Paris et qui va répondre à vos questions ce soir. Et on a le plaisir d'avoir Mireille Catarzepf, qui est chef de projet biodiversité immobilier et ville, qui travaille pour le programme BIG, Biodiversity Impulsion Group, à l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc, on va commencer par la présentation de l'agence. Donc, l'Agence parisienne du climat a été créée à l'initiative de la ville de Paris avec l'appui de l'ADEME Île-de-France. Donc, elle a un double statut en tant qu'association indépendante et surtout en tant qu'agence locale de l'énergie et du climat. Donc, c'est un acteur opérationnel du territoire. L'agence accompagne la mise en œuvre du plan climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Elle a pour rôle d'informer, de conseiller et d'accompagner les Parisiennes et les Parisiens dans leur démarche contre le changement climatique et pour la transition énergétique et écologique. Donc, c'est le guichet unique de la rénovation énergétique des copropriétés à Paris. Donc, les conseillères et les conseillers de l'agence accompagnent les copropriétés dans leurs travaux d'efficacité énergétique, mais aussi dans leurs projets de végétalisation.
On fait aussi partie du réseau d'Espace France Rénov', qui ont pour donc vocation d'informer et de conseiller les particuliers, notamment sur les économies d'énergie, la performance thermique, les aides financières ou la méthodologie d'un projet de rénovation. Donc concrètement, via le service Coach CoPro, on propose du coup un accompagnement personnalisé des copropriétaires aux différentes étapes de leur démarche, que ce soit pour des conseils juridiques, techniques et financiers, l'aide au choix des professionnels compétents, des renseignements sur les aides financières, mais aussi la mise en place avec la mise en relation avec d'autres copropriétaires, comme ce soir par exemple. Après, on a aussi un rôle un peu plus de sensibilisation avec l'organisation d'événements. On fait donc des webinaires thématiques en direct réguliers qui sont ensuite accessibles sur notre chaîne YouTube. On fait des visites de copropriétés rénovées et on mène tous les ans un forum qui s'appelle le Forum Habité Durable. Ça, c'est pour la présentation de l'agence. Euh, donc, ce soir, on va parler de végétalisation. Donc, pourquoi végétaliser sa copropriété finalement? Déjà, pour une question de esthétique, donc pour embellir la ville, parce qu'il y a quand même une valeur d'un confort pour les copropriétaires, la valeur esthétique, le confort sonore et la relation avec ses voisins qui n'est pas négligeable, mais aussi pour un sujet plus technique, la gestion des eaux pluviales. Parce qu'à Paris, c'est un espace très imperméable, parce que 70% des sols parisiens sont étanches à l'eau. Donc, on a très peu d'infiltration dans le sol et les eaux de pluie sont gérées par le réseau unitaire d'assainissement. Euh, les conséquences de cette imperméabilisation du sol, c'est qu'il peut y avoir des déversements des eaux non traitées dans le milieu naturel. Donc, les conséquences seraient donc sont des inondations par ruissellement. On a déjà, par exemple, 125 communes sur 148 de la métropole Grand Paris qui ont connu au moins 3 arrêtés de catastrophes naturelles liées aux inondations par ruissellement depuis décembre 1982. Donc, c'est un sujet à Paris. Qu'est-ce que permet la végétalisation sur ce sujet-là? Elle fait partie des méthodes dites de gestion intégrée des eaux pluviales. Donc ici, on a deux exemples. Ce serait soit en pleine terre, donc d'infiltrer directement les eaux pluviales à la parcelle, ou en bac, par exemple sur des toitures végétalisées, qui permettent une zone tampon. On parle donc d'infiltration partielle, et ça permet de réduire l'excédent et de le rejeter en débit limité sur les réseaux. Donc la végétalisation, elle fait partie intégrante en fait du plan Paris-Pluie, et l'objectif de ce plan d'ailleurs est de rendre l'eau de pluie 100% utile. Euh, mais la végétalisation permet aussi de rafraîchir la ville. Euh, Vous êtes tous au courant que les fortes chaleurs sont un enjeu sanitaire important à Paris, qui va d'ailleurs s'aggraver. On a eu des canicules avec, par exemple, en 2003, avec plus de 5000 décès en Île-de-France et plus de 1000 à Paris. En 2019, on a eu 1500 décès en France. C'est particulier, enfin, Paris est particulièrement sensible car les villes sont particulièrement sensibles à la chaleur. C'est le phénomène du coup d'îlots de chaleur urbain. On peut le voir ici sur le schéma, puisqu'en ville, en fait, la chaleur est stockée dans les bâtiments. Euh, L'évacuation de l'air est plus complexe. On a la circulation automobile, l'industrie, etc., qui en fait crée encore plus de chaleur dans les villes. Et le manque effectivement de végétation et de sol naturel, en fait, empêche la ville de se rafraîchir. Euh, donc parfois, il peut faire, par exemple, plus de 10 degrés de plus, par exemple, entre Paris et Melun. Voilà. Donc là, on parle plutôt du confort d'été, donc lié aux canicules. Et qu'est-ce que permettrait finalement la végétalisation et la végétation en général? Euh, sur les zones végétalisées, on se rend compte en fait qu'il peut y avoir potentiellement une diminution d'îlots de chaleur urbain de l'ordre de 0,5 à 1 degré, voire localement, si l'on est à proximité immédiate, de 2 degrés à 3 degrés. Donc c'est pas négligeable. Et enfin,
La végétalisation permet aussi d'enrichir la ville, puisqu'elle favorise la biodiversité, puisque vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'on a eu un déclin assez conséquent de la biodiversité en France et notamment à Paris. On peut donner l'exemple, par exemple, de moins 73% de moineaux à Paris entre 2003 et 2016. Donc, on a quand même des espèces intéressantes à Paris. Ça reste un sujet, la biodiversité, même dans un espace aussi urbain. Il y a quelques façons de faire pour privilégier du coup et favoriser cette biodiversité. Donc, ce serait par exemple de privilégier des plantes locales ou adaptées au climat local, privilégier aussi des plantes qui sont plus attractives pour la faune locale, une diversité structurale, donc différentes strates en fait de végétation, et par exemple un entretien aussi léger, donc pas de phytosanitaire et par exemple une fauche plus limitée, moins intense des espaces verts. Voilà. Donc cette biodiversité, elle n'est pas négligée en ville et non plus dans nos projets immobiliers. C'est pour ça qu'on va en discuter ce soir et notre intervenante va en parler de manière plus précise tout à l'heure. Donc nous, à l'Agence parisienne du climat, on propose du coup des aides et des dispositifs pour accompagner les copropriétaires et les copropriétés qui souhaitent du coup s'engager dans des projets de végétalisation et ou de rénovation liés à de la végétalisation. Donc on va vous présenter ça. En premier, donc on a le dispositif CoProAsis. Là, il s'agit vraiment des projets qui sont liés que à de la végétalisation, donc qui ne sont pas couplés à de la rénovation énergétique. Donc ce dispositif a été voté au Conseil de Paris en mars 2023, pardon, c'est assez neuf. Donc l'objectif de ce dispositif est d'encourager les copropriétaires à désimperméabiliser leurs parcelles afin de gérer les eaux pluviales à la source, mais aussi de végétaliser afin d'apporter de l'ombre et plus globalement créer des îlots de fraîcheur en zone urbaine dense. Donc il s'agit d'un accompagnement et technique et financier. Technique parce que on va donner les informations, on va conseiller et accompagner les copropriétaires en fait dans leurs projets, et financier puisqu'il y a des aides financières de la ville de Paris. La façon de faire pour obtenir ces aides, en fait, c'est la même que pour d'autres subventions que propose l'agence, c'est de passer par la plateforme Coach CoPro et de s'inscrire et de contacter un conseiller et de lui expliquer en fait son projet. Donc, pour les aides plus concrètement, il y a un forfait de 5 000 euros sans condition de travaux pour le financement des études préalables. Donc, que ce soit une étude de faisabilité pour les projets en cours d'immeuble ou en toiture, et pour une conception du projet par un paysagiste ou une architecte selon le projet. Les deux subventions d'ailleurs pour tout ce qui est cours et toiture, si vous avez des projets qui sont et en cours et en toiture, sont cumulables. Donc. Ensuite, on a aussi une aide financière pour les cuves de stockage et les végétalisations verticales. Donc, il y a un forfait de 500 euros pour les cuves de stockage pour la réutilisation des eaux pluviales et une aide de 50 euros du mètre carré végétalisé pour la végétalisation des façades en plantes grimpantes qui sont donc en fosse. Ensuite, concernant la végétalisation des cours d'immeubles, on peut avoir une aide de 30% du montant hors taxe des travaux, avec quelques critères qu'il faut respecter. Donc, une gestion des eaux des plus courantes, un maintien de la surface végétalisée dans le temps, au moins 2 strates végétales et un arbre fruitier si on a 3 arbres plantés. Après, on a toujours des bonus en fait dans ce dispositif. Donc, effectivement, si voilà, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que voilà, mais en tout cas, on peut avoir jusqu'à 60% des travaux hors taxe si on répond à tous les bonus. Voilà.
Ensuite, en toiture, euh, il faut au minimum 10 centimètres de substrat et 70% de surface disponible qui soit végétalisée. Et l'aide en fait financière dépend de la hauteur du substrat, donc on le voit ici sur le tableau. Après tout ça, ce sera discuté avec le conseiller au moment du projet. Mais globalement, c'est ça. Plus la hauteur du substrat est conséquente, plus l'aide est conséquente aussi. Voilà. Ensuite, on a aussi des bonus en fait selon la localisation du projet, puisque si le projet est en secteur de renforcement végétal, on a plus 10%, et si c'est dans un quartier politique de la ville, on a plus 10%, sachant que les conseillers sauront vous dire très rapidement si c'est votre cas. Et donc la subvention est de maximum 30 000 € par projet. Et encore une fois, elle est mobilisable 2 fois. Donc, si c'est un projet en cours et un projet en toiture, on peut mobiliser 2 fois cette aide financière. Ensuite, on a un deuxième dispositif actuellement qui, lui, englobe la rénovation énergétique et la végétalisation. Donc, c'est le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, qui était lancé par la ville de Paris pour une durée de 4 ans avec l'ANA et l'Agence parisienne du climat, du coup, pour aider les copropriétaires à réaliser les travaux d'amélioration énergétique et environnementale de leur immeuble. Donc, tous les immeubles d'habitat privé sont éligibles. Et comme CoProAsis, l'accès pour ce dispositif se fait via Coach CoPro et l'Agence parisienne du climat. Euh, Vous pouvez avoir un opérateur désigné par la ville de Paris pour vous accompagner dans ces projets, qui est soit urbaniste, soit Solia, selon la localisation de votre copropriété. Donc, vous avez un accompagnement financier et un accompagnement technique. L'accompagnement financier, c'est donc pour euh, vous proposer toutes les aides qui sont financières, qui sont mobilisables jusqu'aux travaux des votes, qui vous aident à constituer et déposer le dossier de subvention individuel et collectif, et qui assure le suivi administratif des dossiers déposés jusqu'au paiement des aides. En ce qui concerne l'accompagnement technique, ce dispositif vous accompagne dans le choix de la maîtrise d'œuvre et vous accompagne aussi dans la définition technique du projet. Donc, vérifie en fait si le projet correspond à tous les critères pour obtenir les aides financières. Voilà. Donc, généralement, dans un schéma classique, quand une copropriété se lance dans un projet aussi ambitieux de rénovation énergétique, donc c'est des travaux globaux plus de la végétalisation, généralement, il commence par un DTG, donc un diagnostic technique global, qui permet un état des lieux architectural et énergétique de l'immeuble, qui présente différents scénarios de travaux et qui va pouvoir estimer les coûts et les aides financières, et aussi les gains énergétiques. Donc, pareil, actuellement, il existe une aide de 5 000 € de la ville de Paris pour réaliser ce DTG. Après, c'est pas une obligation, mais voilà, sur un projet ambitieux comme ça, généralement, c'est par là que commencent les copropriétaires. Donc, pourquoi finalement partir dans une démarche de rénovation globale? Parce que rénover votre copropriété va améliorer la performance énergétique de votre copropriété. Donc, ça va vous permettre de réduire vos factures, de gagner du confort en hiver comme en été, de valoriser votre patrimoine et de lutter contre le dérèglement climatique. Donc là, on voit bien que dans le dispositif, sur ce schéma, on peut largement intégrer la végétalisation dans un projet de rénovation globale, puisque finalement, au moment d'une rénovation globale, c'est presque l'occasion idéale d'y rajouter certains postes de travaux liés soit à la récupération des eaux de pluie, par exemple, comme on le voit sur ce schéma, ou la désimperméabilisation des sols. Par exemple, voilà, si vous végétalisez votre toiture et en même temps vous posez des stores pour votre confort d'été, enfin, en fait, tout est lié. Voilà. Et donc tout ça, c'est des postes de travaux qui sont subventionnables.
Là, on a la liste finalement des postes de travaux qui sont subventionnables dans Éco-Rénovons Paris Plus. Je vais pas vous faire toute la liste, mais globalement, dans la végétalisation, par exemple, on a la végétalisation des toitures, on a la végétalisation des façades. Si vous avez de la pleine terre, ce serait végétaliser, donc ajouter des arbustes, des végétaux, etc., même des arbres, si vous avez l'espace. Et pour la désimperméabilisation, pourquoi pas, par exemple, effectivement, poser des pavés, etc. Euh, pour le calcul de ces aides, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on est sur 60 000 euros max. euh, Enfin, globalement, parce que ça, sur des plus grandes copros, ça peut être recalculé, mais on va dire que majoritairement, c'est 60 000 euros par copropriété que sur des sujets de végétalisation et des imperméabilisations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux dispositifs actuels pour les aides financières, si vous partez sur un projet qui n'est que de la végétalisation ou lié à la végétalisation, vous pouvez avoir jusqu'à 30 000 euros. Et si vous cumulez ça avec une rénovation globale énergétique, vous pourriez atteindre une aide jusqu'à 60 000 euros. Donc, ce qui est un peu plus généreuse. Voilà, si vous intégrez ça dans un projet plus global. Moi, j'ai fini avec mes explications. Je laisse la parole du coup à notre invité qui va nous parler un petit peu plus de biodiversité euh, et de projets immobiliers. Voilà. Merci Claire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je veux un peu parler et présenter au début un peu notre programme de recherche et l'association. Donc, moi, je représente aujourd'hui l'Observatoire de l'immobilier durable et spécialement le programme BIG, qui est un programme Biodiversity Impulsion Group, programme créé en 2021, piloté par l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est une association non lucrative et d'intérêt général. Le BIG est un programme de recherche appliquée et d'action collective qui fédère de nombreux acteurs derrière une ambition commune. L'objectif principal est de concilier les enjeux de la biodiversité avec les activités immobilières et de faire de cette thématique complexe un enjeu indispensable pour les rénovations et les stratégies même RSE dans les entreprises. Donc, ce programme BIG se positionne aussi et s'adapte au contexte, à ce contexte d'évolution aussi dans le secteur immobilier et particulièrement dans le cadre réglementaire qui durcit et surtout aussi les besoins d'améliorer les connaissances fondamentales en biodiversité. Et pour cela, BIG a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, participer, Claire, on est toujours le même diapo, oui, participer au développement d'un référentiel commun comprenant des indicateurs de mesure et des outils permettant une meilleure connaissance des impacts de la biodiversité à l'échelle d'un projet immobilier ou même d'un bâtiment en exploitation, comme Claire vient de présenter maintenant. Sensibiliser le plus grand nombre aussi de personnes à ce nouveau outil pour l'industrie immobilière et proposer des solutions opérationnelles en réponse à l'actualité normative et réglementaire. Et puis évaluer les co-bénéfices aussi de la biodiversité, comme Claire vient de présenter, au-delà de rafraîchissement, embellissement, il y a aussi d'autres co-bénéfices, santé, bien-être, même aussi gestion de l'eau pluviale, aussi comme Claire a présenté. Et tout ça sur des solutions fondées sur la nature. On va voir c'est quoi les solutions fondées sur la nature ensemble. Et enfin, ce programme, il a comme objectif, c'est de partager les retours d'expérience des participants au programme, puisque ce programme est financé par 20 partenaires, mais aussi il y a d'autres partenaires institutionnels et techniques aussi. Donc ça, c'est en gros, c'est quoi le programme BIG.
Vous avez entendu parler beaucoup de biodiversité, mais la biodiversité, de quoi parle-t-on? Alors, pour les gens qui connaissent un tout petit peu et pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, la biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Alors, ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Ce concept est très ancien, c'est pas nouveau. Il est apparu dans les années 1980. Donc, et là, de plus en plus, avec le changement climatique et toutes les crises climatiques, on commence vraiment à prendre conscience de ces écosystèmes où on vit et comment on peut vivre avec nos partenaires sur cette planète, tout ce qui est vivant. Donc, cette biodiversité se décompose en trois niveaux interdépendants. Comme vous voyez, la diversité des milieux des vies, et cela englobe les écosystèmes, la Terre, ce qui existe sur Terre, océan, eau douce et atmosphère. Ce qui fait partie aussi des prairies, des forêts, ainsi que les contenus même des cellules, comme des parasites, champignons, et même les espaces végétalisés en ville. Deuxième catégorie, c'est la diversité des espèces. La diversité des espèces, là, il s'agit des différentes espèces qui vivent dans ces milieux et qui sont en relation les unes avec les autres, qui vivent en prédation, coopération parfois, et avec leur milieu de vie, où ils vivent aussi. Donc, ça, c'était le deuxième niveau. Et le troisième niveau de biodiversité, c'est la diversité des individus au sein de chaque espèce. En d'autres termes aussi, euh, les scientifiques parlent aussi de diversité génétique. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit diversité des individus, parce que chaque individu est unique aussi. Donc, la biodiversité est essentielle en général pour maintenir l'équilibre écologique et la santé de notre planète. Ça, c'est comme définition générale. Elle répond directement aussi aux besoins primaires de l'homme en apportant oxygène, nourriture, eau potable. Elle contribue également au développement des activités humaines en fournissant des matières premières et énergie. Donc ça, c'est juste pour introduire c'est quoi la biodiversité. Euh, pour le diapo suivant, on parle aussi dans biodiversité des services et des écosystèmes. Alors, c'est quoi les services écosystémiques? C'est quoi les écosystèmes urbains? Comme je viens de présenter là, les écosystèmes et la biodiversité apportent via les écosystèmes des services d'approvisionnement, des services de régulation comme régulation du climat, qualité de l'eau, de l'air, protection aussi contre des inondations et d'autres catastrophes naturelles, des services culturels de bien-être, loisirs, activités récréatives, spiritualité même, et des services de support, le cycle de l'eau, la photosynthèse aussi. Donc, les services écosystémiques sont les avantages que les écosystèmes procurent aux humains pour le développement de leur survie. Ces avantages peuvent prendre différentes formes. Au niveau économique, par exemple, aujourd'hui, les biens produits par les écosystèmes urbains sont insuffisants au regard des besoins des populations citadines. Et les jardins partagés et familiaux proposent une production dont l'importance est aujourd'hui plus sociétale, animation de la vie des quartiers, des liens sociaux qu'économiques. Donc, les terres agricoles périurbaines constituent un enjeu de premier ordre dans le développement des circuits de proximité. Donc, ça, c'est le premier avantage que ces écosystèmes peuvent nous fournir. Deuxième avantage, c'est régulation et protection contre les aléas. Et là, spécialement, les espaces de nature en ville améliorent la qualité de l'air. Les espaces arborés et aquatiques atténuent les températures dans les îlots de chaleur urbaine.
et il participe également à la régulation qualitative et quantitative de cycle de l'eau. Et comme je viens aussi de présenter avant aussi, j'ai dit aussi, ils apportent un impact positif en matière de loisirs, culture et patrimoine, puisque pour les citadins, les espaces naturels urbains offrent de nombreux services récréatifs et de loisirs sportifs lorsqu'ils sont conçus ou gérés de façon écologique, pas juste pour l'embellissement. Donc, il participe aussi à l'éducation et à la sensibilisation à la biodiversité. Et certains espaces urbains abritent des espèces emblématiques à forte valeur patrimoniale qui existent, par exemple, à Nantes, si on veut parler à l'échelle nationale. Donc, ça, c'est par rapport aux services écosystémiques. Et quand on parle de services écosystémiques, on parle de co-bénéfices. Mais avant d'arriver aux co-bénéfices, on doit comprendre les pressions sur la biodiversité. Et ça, c'est dans le prochain diapo. Donc, les principales causes de la perte de la biodiversité identifiées sont principalement toutes liées à l'immobilier. Malheureusement, c'est le cas. Et donc, comment lier à l'immobilier? Puisque le changement d'usage des sols, euh, à travers la construction des bâtiments, d'infrastructures, crée des barrières infranchissables, pardon, pour les espèces et détruit et fragmente les espaces naturels d'habitat et de vie pour les espèces et même compromet l'accès aux ressources alimentaires de certaines espèces. Donc, ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est le prélèvement des ressources naturelles, la surexploitation. La surexploitation des ressources naturelles à travers la consommation des matières premières nécessaires à la construction ou bien dans l'exploitation aussi des bâtiments qui détruit des espèces et des espaces naturels et même déséquilibre les écosystèmes. Troisième impact, c'est le changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, liées aux différentes phases de cycle de vie d'un bâtiment. Et c'est de là, je rejoins ce que Claire a présenté aussi, et faire la rénovation totale d'un bâtiment aide beaucoup à améliorer sa performance énergétique d'un côté, mais d'un autre côté aussi améliore les émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, on participe vraiment à améliorer notre impact pour la biodiversité et même pour le climat. Et quatrième pression, c'est la pollution de l'air, de l'eau, des sols, mais aussi la pollution sonore et surtout lumineuse. C'est pour ça que vous commencez à entendre parfois qu'il faut baisser l'intensité de lumière dans les espaces publics ou même, ça c'est hors Covid, je parle, et hors ce qui s'est passé avant, ou bien la crise aussi d'énergie et électricité. Mais c'est aussi un facteur qui est très important pour certaines espèces qui peut pas vivre dans la lumière nocturne. Donc, elle a besoin de vraiment de l'obscurité totale. Donc, ça, c'est aussi un genre de pollution qui dégrade les écosystèmes et modifie les cycles naturels des espèces. Et pour ne pas oublier aussi l'introduction des espèces exotiques envahissantes que nous, humains, souvent, on introduit des espèces, parfois des espèces végétales, parfois des espèces animales, et on ne sait pas que ces espèces sont envahissantes et peuvent détruire autres espèces dans notre système. Donc ça, c'est très important aussi de savoir ça. Donc, comme je vous ai présenté là les pressions, je vous ai aussi mis des exemples de risques à identifier et à quantifier. C'est le coût et perte de revenus de changement des qualités de l'air qu'on peut avoir, la perte de valeur commerciale aussi, parfois pour un bâtiment ou bien un projet urbain, perte de valeur récréative aussi en raison de la dégradation de l'écosystème et introduction et propagation des espèces exotiques envahissantes. Je vous ai aussi mis quelques chiffres pour savoir aussi vraiment où on est aujourd'hui. Donc, environ 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction sur les 8 millions d'espèces connues dans le monde.
il y a plus de 2200 espèces menacées en France seulement. Il y a 10% des espèces décrites dans le monde sont présentes en France, d'où vraiment notre responsabilité en France et même l'État qui a élaboré une stratégie nationale de biodiversité. Vous pouvez aussi la voir sur le site du ministère de la Transition écologique. Donc, on a plusieurs facteurs vraiment qui nous mènent. Je ne veux pas dire nous oblige, puisque c'est fort un peu, mais qui nous mène vraiment à travailler pour la biodiversité et pour réduire les pressions sur la biodiversité. Donc, ça, ce qui concerne la pression sur la biodiversité. Alors là, comment on peut agir pour la biodiversité urbaine? Quand on parle de la biodiversité urbaine, cela implique aussi les écosystèmes urbains. C'est quoi un écosystème? Un écosystème, il s'agit d'un ensemble d'êtres vivants qui vivent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique et interagissent entre eux au sein de ce milieu ou avec ce milieu aussi. Donc, par exemple, une forêt tropicale est un écosystème constitué d'êtres vivants tels que les arbres, les plantes, les insectes, les animaux, les micro-organismes qui sont en constante interaction dans cette forêt. Après, il y a plusieurs types d'écosystèmes. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas une présentation d'écologie, mais il y a plusieurs types aussi d'écosystèmes, vert, gris, bleu, rouge. Ça dépend de l'environnement, si c'est bleu, côtière, rivière, si c'est rouge, lié à la technologie, gris, les zones bâties, et vert, tout ce qui est matière vivante, y compris le sol, juste pour vous donner une idée. En tout cas, ces différents types d'écosystèmes interagissent pour créer un équilibre entre la vie urbaine et la nature environnante. Ils fournissent des services essentiels, comme je vous ai présenté, et assurent aussi vraiment un bien-être après pour tous les vivants. Pour vous donner des chiffres, par exemple, en France métropolitaine, 1/10 du territoire est artificialisé. Les milieux urbanisés regroupent 77% de la population et continuent aussi de s'étendre. Comme en Outre-mer, La Réunion, par exemple, Guadeloupe ou Martinique affichent un taux d'urbanisation d'environ 11%. Donc, la Guyane, grâce à la forêt qui occupe une grande partie de son territoire, reste quand même en dessous de 0,1. Mais quand même, ces écosystèmes urbains sont importants et essentiels toujours pour nous fournir nos services essentiels à nous, humains. Donc, pour assurer une évaluation continue de ces écosystèmes, BIG, le programme de recherche que je représente, a développé des indicateurs de mesure de biodiversité basés sur des référentiels scientifiques qui permettent aux acteurs de déterminer les principaux enjeux écologiques liés à l'implantation de leurs activités. Ça dépend si c'est une activité immobilière, bien sûr, mais dans le cadre d'un projet ou bien nouvelle construction, ou bien en exploitation, ou bien en rénovation. Donc là, les indicateurs qu'on a développés, des indicateurs de sensibilité d'un site à la biodiversité, indicateurs de potentiel d'accueil d'un site ou bâtiment à la biodiversité, indicateurs de co-bénéfice rafraîchissement, ou bien co-bénéfice de la gestion de l'eau sur un bâtiment, ou bien co-bénéfice santé bien-être ou indicateur aussi qui est en phase de développement actuellement, indicateur impact d'un projet immobilier et indicateur empreinte de biodiversité aussi d'un projet. En plus de ça, il y a aussi un autre outil développé par BIG et c'est Biodibat. C'est quoi Biodibat? C'est un outil cartographique d'aide à la décision. Biodibat propose ces indicateurs que je viens de vous présenter. C'est un référentiel sectoriel de mesure de la biodiversité dans les activités immobilières. Et l'outil a
a vocation de faire un lien entre d'un côté la mise en place d'actions sur les bâtiments et dans les projets, et d'un autre côté de vous aider à élaborer des stratégies de biodiversité à plusieurs échelles, à votre échelle comme copropriété, ou bien même à l'échelle de l'entreprise ou l'organisation où vous êtes. Donc, Biodibat permet une analyse cartographique des enjeux écologiques du territoire, d'implantation d'un bâtiment ou d'un projet en exploitation, une analyse de la qualité d'un bâtiment ou d'un projet vis-à-vis de la biodiversité, ou même évaluation des co-bénéfices. Comment ça fonctionne? C'est un outil déjà qui est développé par des données cartographiques, par une recherche méthodologique et bibliographique qui sont implémentées sur une plateforme qui s'appelle RAR, Resilience for Real Estate. Et donc, après, vous répondez à des questionnaires. Ça dépend, vous choisissez si vous êtes un bâtiment existant ou bien un projet immobilier en construction et vous complétez les questionnaires pour avoir votre diagnostic de potentiel d'accueil de votre bâtiment ou bien impact de votre projet ou bien co-bénéfice. Et ça vous aidera, par exemple, pour le potentiel d'accueil de biodiversité de votre bâtiment, de savoir dans quel état est votre bâtiment par rapport à la biodiversité et quelle stratégie quelle démarche pour la biodiversité vous pouvez entreprendre, si une démarche de conservation ou une démarche d'amélioration de la biodiversité. Donc, ça, c'est concernant l'outil Biodibat et comment ça fonctionne. Donc, là, on rentre plus dans la biodiversité urbaine et comment on peut la favoriser dans les projets immobiliers. Donc, bien sûr, on peut utiliser les indicateurs de Biodibat qui sont dans le programme BIG, mais là, je vous ai dressé un petit tableau, quelle action on peut avoir et quel utiliser. Donc, là, associer le vivant et construction pour promouvoir une véritable biodiversité urbaine est très important. Et on entend par la biodiversité urbaine l'ensemble des interactions entre un milieu urbain et toutes les formes de vie qui s'y développent autour de ce milieu urbain. Concrètement, quelle action engager pour favoriser la biodiversité urbaine et même quel outil pour réussir cette action? Donc, première action, c'est associer systématiquement un écologue à chaque projet urbain, à chaque projet immobilier, pardon. Si c'est un projet en exploitation ou bien construction ou bien rénovation. Pourquoi un écologue? Puisque l'écologue a pour mission d'accompagner le porteur de projet dans la préservation de la biodiversité. Il est le plus sachant. Donc, cet expert analyse le potentiel écologique du site au regard de la situation existante pour orienter les choix de conception future. Son rôle est donc de veiller à ce que le développement durable et ses applications concrètes soient intégrées au maximum dans le cahier des charges des entreprises qui exploitent ou qui gèrent ou qui développent un projet ou qui interviennent sur un bâtiment aussi. Les missions d'un écologue sur un projet immobilier peuvent couvrir un très large spectre, en fait, de l'analyse d'impact écologique avant construction jusqu'à l'intervention dans la gestion des espaces verts, même quand les résidents sont installés. Et le bâtiment est occupé. Donc, et là, pour vraiment aider plus autre que l'écologue, vous pouvez aussi utiliser les indicateurs de notre programme, indicateurs sensibilité, indicateurs potentiel d'accueil. Là, juste pour information, même si vous n'êtes pas partenaire de ce programme, vous pouvez accéder à la plateforme. Vous allez avoir tous les liens à la fin de la session. Et vous pouvez vraiment voir votre bâtiment, vous rentrez votre bâtiment sur la plateforme et vous pouvez essayer de voir vous en êtes où dans votre bâtiment.
par rapport à la biodiversité. Donc là, pour cette action, vous pouvez utiliser les deux indicateurs, indicateur sensibilité ou indicateur potentiel d'accueil. La deuxième action, et je pense qu'elle est très, très, très importante, plutôt, elle doit être la première, là j'ai fait peut-être une gaffe, c'est penser le projet immobilier dans une logique de service écosystémique total. Euh, En fait, préserver la biodiversité urbaine dans les projets de construction nécessite de considérer la ville comme un système d'interdépendance totale. Et là, les bâtiments sont vraiment le cœur de cette ville. Et penser vraiment végétaliser un bâtiment ou bien déperméabiliser le sol, toutes ces actions qu'on peut entreprendre doivent être considérées dans l'ensemble de dans notre bâtiment, dans notre quartier, on peut dire, et même dans la région. Pourquoi? Pour préserver toujours des couloirs qu'on les nomme des trams urbains, des trams végétales peuvent être, ou bien des trams vertes dans ce cas, des trams bleus, tout ce qui est en rapport avec l'eau, ou bien des trams brunes pour le sol aussi. Parce que c'est très important que les espèces, insectes, animaux ou autres puissent se déplacer. C'est pour ça que dans la planification future de la ville, on considère actuellement les couloirs et les trams urbains. Donc, penser le projet immobilier dans une logique avec des solutions fondées sur la nature. Et là, je reviens dans le deuxième diapo pour vous expliquer c'est quoi des solutions fondées sur la nature. Et là, pour cette action, vous pouvez utiliser les indicateurs de co-bénéfice, co-bénéfice rafraîchissement, gestion de l'eau pluviale ou bien santé et bien-être. Ces co-bénéfices seront sur la plateforme du programme Biodibat à la fin de cette année 2024. Ils sont en cours de développement. Pour la troisième action, c'est impliquer les habitants. Sans vous, on ne peut rien faire, de toute façon. Donc, il faut que tout le monde vraiment soit engagé. À vue des interdépendances inhérentes à la biodiversité urbaine, là, nous sommes convaincus que l'ensemble des acteurs de la ville a un rôle à jouer dans cette préservation. Et cela, c'est vraiment, ne peut pas être sans passer par l'implication des présents ou futurs habitants dans les questions écologiques liées à leur habitat, surtout avec les catastrophes qu'on vit récemment. Donc, l'implication des habitants pour ce faire peut se faire par différents en fait, outils. Ça peut être recours à des solutions de nudge. Nudge, c'est coup de pouce, on peut dire, qui favorisent les interactions avec la nature, qu'il s'agisse de promenades plantées pour entrer chez soi ou des vergers ou des potagers urbains. Et cela aussi peut être, par exemple, dans la sensibilisation aux produits d'entretien naturel ou aux dangers de certains produits phytosanitaires, donner des conseils aux habitants pour choisir des produits d'entretien et les fréquences d'utilisation à travers des supports pédagogiques aussi, comme des plaquettes distribuées ou encore une signalétique dans les espaces communs. Et donc ça, c'est une des solutions, des outils qu'on peut utiliser. Et même si vous voulez aller plus loin aussi dans vos objectifs, pour préserver et favoriser la biodiversité urbaine, c'est de développer des objectifs. Et de ces objectifs, vous développez des engagements. Et un des engagements, ça peut être, par exemple, labelliser votre bâtiment, avoir un label écologique ou bien même votre jardin un label Éco-Jardin, par exemple, ou FI Nature. Il y a plusieurs labels qui peuvent vous aider et même peut-être participer à la fresque de la biodiversité. Chez nous, on anime aussi la fresque de la biodiversité. Il y a d'autres aussi associations qui animent. Donc ça, si vous voulez aller encore plus loin dans vos engagements et favoriser la biodiversité.
Donc, là, j'arrive à la fin presque de ma présentation pour vous donner quelques conseils pratiques. Comme je vous ai dit, il faut toujours favoriser les solutions fondées sur la nature. Mais c'est quoi ces solutions fondées sur la nature? Donc, les solutions fondées sur la nature sont définies comme les actions visant à protéger, à gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative. Tout en assurant bien sûr le bien-être humain, comme vous voyez en bas du schéma, et en produisant aussi des bénéfices pour la biodiversité. Ça, c'est vraiment des défis sociétaux que sinon une solution ne sera pas une solution fondée sur la nature dans ce cas, puisque si elle donne pas vraiment le bénéfice de bien-être et bénéfice biodiversité, elle n'est pas une solution fondée sur la nature. Donc, les solutions fondées sur la nature se déclinent aussi en trois types d'actions qui peuvent être combinés aussi dans les territoires et avec des solutions d'ingénierie civile ou même on les appelle aussi génie écologique pour les personnes qui connaissent encore plus dans le domaine. Par exemple, la préservation d'écosystèmes fonctionnels et par exemple l'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines ou bien la restauration aussi d'écosystèmes dégradés et même la création de nouveaux écosystèmes aussi, avec la loi de compensation qui existe. Donc, il y a plusieurs expériences au niveau, à l'échelle nationale du pays et même dans les Outre-mer. Par exemple, préservation des dunes sur le littoral aquitain ou création d'îlots de fraîcheur à Orléans, restauration des tourbières dans le Jura. Donc ça, c'est des exemples de solutions fondées sur la nature. Et il faut considérer toujours les opportunités que la biodiversité peut nous rapporter. Et par exemple, là, je vous ai cité quelques-unes, soutien aux efforts de conservation de la biodiversité urbaine en empêchant la conversion des derniers habitats naturels. Solutions fondées sur la nature pour améliorer la disponibilité et la qualité de l'eau. Végétalisation urbaine pour l'isolation thermique, ce que Claire a présenté aussi. La réduction du bruit et de la pollution de l'air. Désimperméabilisation des sols pour augmenter l'abondance des pollinisateurs. Ça aussi, on peut l'avoir en favorisant sur notre même balcon des plantes qui sont à fleurs pollinisatrices. Désolée. Et donc, accès à la nature et aux espaces verts pour améliorer le bien-être et la santé physique. Un petit, si on peut végétaliser notre cour d'immeuble aussi, ça aide beaucoup. Et même, ça crée des interactions sociales. Et à ne pas oublier aussi, toujours vous avez la possibilité d'accéder à notre espace partagé et ressources d'outils pour l'immobilier responsable qui est Taloen. C'est un open source où vous pouvez voir beaucoup d'études, beaucoup de décryptage référentiels qu'on publie et c'est ouvert au public. Et même, vous pouvez aussi consulter le site de l'Observatoire de l'immobilier durable, le site de Big Biodiversity Impulsion Group. Et n'oubliez pas aussi d'analyser les risques écologiques de votre bâtiment en utilisant nos indicateurs Biodibat. Donc, ça, c'est en gros un peu ce qu'on fait dans notre association et un peu aussi comment on peut préserver la biodiversité ensemble. Merci à vous tous. Merci beaucoup. On a un petit temps d'échange. On va répondre à quelques questions. Je crois qu'Adèle a sélectionné certaines. Oui, alors on a plusieurs questions. Il y a des questions plutôt techniques et on a des questions plutôt sur le processus avec les inscriptions sur Coach CoPro et les aides. Ce que je propose, c'est qu'on fasse plutôt les techniques au début et on répondra ensuite avec Claire sur tout ce qui est aide, etc.
Comme ça, on pourra répondre aussi avec vous au niveau de ce qui est plus technique. Alors, est-ce qu'on peut végétaliser sur des toitures inclinées et sur des toitures zinc? Parce qu'à Paris, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas de toitures zinc et sur des façades, quel que soit le type de pierre. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la main là-dessus ou si c'est plutôt nous qui répondons. Je peux répondre autant que je sais, puisque techniquement aussi, on n'est pas, nous, dans cette orientation, mais ce qu'on sait d'après aussi le retour d'expérience de nos partenaires et des usagers, que normalement sur une toiture de zinc, on ne peut pas mettre directement une toiture végétalisée, il faut créer une base. Et donc, cette base, parfois, il faut vraiment faire attention aussi, puisque il faut considérer que pas juste végétaliser une toiture, c'est qu'on a répondu aux pressions de la biodiversité et c'est bon, on a la biodiversité. Déjà, il faut considérer combien ça va nous coûter en biodiversité de construire, par exemple, cette base ou structure pour la toiture végétalisée. Déjà. Donc, parfois, il s'agit que cette structure, elle va consommer en biodiversité grise, en matériaux ou bien même en émissions de gaz dans les matériaux, beaucoup plus que une fois végétalisé, ça va nous rapporter en biodiversité. C'est pour cela, consultez aussi toujours un écologue qui vous accompagne dans le projet. C'est toujours un plus dans vos projets et les actions que vous allez entreprendre. Après, pour le mur végétalisé, oui, je pense qu'on peut végétaliser n'importe quelle façade, puisque le végétal n'est pas collé à la façade. Aussi, il y a une structure sur la façade qui vient et comme si on a pour vous faire un petit exemple, c'est comme si on a plusieurs pots de fleurs sur une structure et ça fait le mur végétalisé. Donc, normalement, tous les murs, on peut les végétaliser. Mais il y a aussi parfois des contraintes techniques à voir. Mais oui. Ok, C'est pour ça donc, aussi que Coproasis, par exemple, propose une étude de faisabilité sans forcément une obligation de travaux derrière, avec du coup une aide financière pour ce genre d'études, parce que effectivement, parfois, il faut s'adapter aux bâtiments parisiens, tout simplement. oui, après, ce qui peut être regardé, c'est par exemple pour les façades, quand c'est de la pierre meulière, typiquement sur Paris, ça peut être ce qu'on met comme type de matériau entre la végétalisation et la pierre. C'est plutôt là qu'il faut faire attention. Après, il y a aussi qu'il faut avoir en tête que pour tous les projets sur Paris, en tout cas, qui touchent à l'extérieur, il y a des demandes auprès de la direction d'urbanisme à faire. Donc voilà, ça peut aussi rentrer dans le cadre de ce que eux ils demandent ou pas. Et pour ce qui est du coup des toitures penchées, dans tous les cas, il faut une évacuation des eaux, donc c'est pris en compte dans les études. Ok, alors on avait une autre question sur le fait qu'on déconseille parfois la végétalisation pour des risques d'installation de rats ou d'oiseaux, par exemple. Et donc là, ce qui est demandé, c'est quels sont les risques objectifs. C'est vrai on a aussi cette réflexion-là pour l'installation de compost dans les cours d'immeubles. Vous voulez que je réponde, Adèle? Oui. Ok. Si tu veux. Là-dessus, en fait, pour les toitures, c'est pas quelque chose de gênant d'avoir les oiseaux. Par contre, pour les rats ne viennent pas s'il n'y a pas des aliments qui vont les attirer. Sinon, ne viennent pas. Et ça, c'est la même chose aussi qui s'applique sur les composts, puisque pour les composts aussi, il faut savoir, puisque c'est pas tout est compostable, et il faut vraiment être vigilant pour savoir quel reste il faut mettre, épluchures, et même parfois, on peut pas mettre d'autres matières qu'on pensait que c'est compostable. Donc, si possible, de vraiment être vigilant et
et avoir les connaissances qu'il faut pour le compost, pour ne pas attirer les rongeurs. Mais s'il n'y a pas vraiment des aliments qui les attirent, ils vont pas venir, ça c'est sûr. Ok, merci. On avait une question sur le couplage entre la végétalisation et les capteurs solaires ou plus généralement tout ce qui est panneaux photovoltaïques ou même climatiseurs en toiture, par exemple sur les toits terrasses. Voilà, est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'on peut combiner les deux ou pas? Ce n'est pas gênant du tout, même c'est conseillé actuellement. Si on peut combiner, on a vraiment une toiture qui peut faire les deux, ça sera très bien. Mais après, ça dépend aussi des besoins de chaque copropriété, des habitants. Est-ce qu'ils ont besoin plus? Ça dépend aussi de leur consommation d'énergie et c'est quoi leur besoin. Mais c'est conseillé d'avoir les deux, ça c'est sûr. Oui, et disons que techniquement, c'est faisable si l'espace le permet. Voilà, si c'est ça la question. Là. Oui, le mieux pour ce type de projet, que ce soit pour les panneaux solaires, photovoltaïques et la végétalisation en toit, en terrasse, c'est que ce soit des toitures terrasses. Euh, alors, alors, pour rester sur les terrasses, on avait une question. Alors ça, je sais, ça s'éloigne un peu, donc je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Euh, Quelqu'un qui demande des infos sur la création de toitures avec la peinture réfléchissante, donc les toitures blanches. En général, voilà. Est-ce que vous avez eu un avis là-dessus? Quelles sont les aides? Est-ce qu'il y a vraiment une efficacité ou pas? On peut y répondre aussi parce que c'est une question qu'on a souvent. Donc, Euh, pour moi, en fait, j'ai pas beaucoup d'informations autres que ça réduit juste la température, mais pas plus que ça. J'ai pas d'autres. Pour les aides et autres, j'ai aucune idée. Je sais pas si Claire, elle a plus d'informations là-dessus, mais moi, j'ai pas d'informations. Non, nous c'est pareil. Les informations qu'on a là-dessus, c'est que ça réduit un petit peu, de 1 ou 2 degrés, je crois, mais que ça demande pas mal d'entretien et que il faut le refaire régulièrement. Euh, et après, il y a aussi des questions patrimoniales aussi sur ces sujets-là à Paris aussi. Enfin, ça peut pas être fait facilement partout parce que les toits sont souvent protégés. Donc voilà, ça se fait, mais sous certaines conditions et ça demande de l'entretien globalement. oui, par exemple, sur les toitures zinc, il n'y a pas de... Bon, a priori, ça risque de pas être autorisé par la direction d'urbanisme. Et il y a aussi qu'on n'a pas trop de recul sur ce type de solution dans le temps, en fait. Comment se dégrade ou pas la peinture dans le temps. Il n'y a pas d'aide et là-dessus, ni nationale ni de la ville. Et voilà, après, pour réduire la chaleur d'été, notamment sous les logements qui sont sous le zinc, là, l'idéal, c'est d'isoler. Ça remplacera pas une isolation, le fait de mettre de la peinture. Et si je puis me permettre, sur un espace qui permet, enfin qui est du coup pas protégé et pas sous des toitures en zinc, qui permet potentiellement entre une peinture blanche et une toiture végétalisée, ce sera beaucoup plus efficace une toiture végétalisée sur la réduction de chaleur. Voilà. Et plus il y a les aides. On avait une question sur alors, la luminosité. Donc, certaines rues de Paris sont devenues très sombres avec le feuillage des arbres. Faudra-t-il allumer les réverbères en journée? Question. Si on parle là d'une pollution lumineuse, en journée, ça va pas impacter puisqu'il y a la lumière du jour pour les espèces. Mais par contre, on parle de pollution lumineuse plutôt pour le soir, pour les nuits. J'ai compris la question dans le sens où c'est
voit de moins en moins bien dans les rues de Paris, c'est ça? C'était ça? Euh, mais je pense Oui, la que lumière ne dérange pas s'ils vont laisser la lumière pendant la journée. Par contre, c'est une consommation oui, d'énergie. exactement, oui. On avait alors une question sur les marronniers dans Paris. Donc, une dame qui a un marronnier qui est très haut et très malade, donc je suppose proche de l'immeuble. Et cette dame dit qu'il y en a beaucoup sur Paris. Est-ce qu'il y a des solutions là-dessus? Et peut-être plus généralement, est-ce que c'est pris en compte, voilà, quand il y a des maladies qui peuvent être un peu se répandre dans Paris selon les espèces? Oui, certainement. Quand il y a un arbre malade, il faut déjà informer votre mairie et c'est à eux de prendre la décision qu'il faut, puisqu'il faut venir faire un diagnostic et après c'est à eux la décision de couper l'arbre ou comment traiter la maladie ou la situation. Ok, merci. Alors, on a une question qui est un peu hors sujet, mais pas totalement. Donc, je la pose, mais je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. C'est un monsieur qui demande si vous êtes au courant de projets visant à réorienter les sous-sols et notamment les parkings vers un usage tourné vers l'adaptation au réchauffement climatique. Le constat étant qu'il y a de moins en moins de voitures garées, notamment dans Paris, et qu'on va avoir de plus en plus besoin de fraîcheur. Les sous-sols étant très frais, est-ce que voilà, c'est exploité pour le futur? Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus? Non, moi j'ai pas une idée là-dessus, mais c'est intéressant de savoir. S'il a des informations, ça sera bien de communiquer aussi là-dessus. Bon, après, de manière plus générale, on sait que voilà, Paris en 2050, il y aura des degrés supplémentaires et que là, c'est dans le plan climat de la ville de Paris de prendre en compte ces questions-là, notamment de chaleur. Donc, voilà, à suivre. Là, on n'a pas de réponse, de détails à donner sur ce projet-là. Alors, on a des questions sur, donc là, ça nous concerne peut-être plus nous, les autorisations d'urbanisme et ce qui est accepté par la direction d'urbanisme. Alors, c'est vrai que nous, dans les projets qu'on voit passer de rénovation énergétique, il y a une question de si vous êtes en secteur classé ou pas. Il y a des arrondissements qui sont plus contraints que d'autres, par exemple le 7e arrondissement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au moment où vous montez le projet avec votre architecte, donc en phase maîtrise d'œuvre de conception, il y a des dépôts à faire auprès de la direction d'urbanisme et qu'il faut tenter de faire des dépôts avec vos projets. Donc, par exemple, la végétalisation sur des toitures zinc, on l'a encore jamais vu, on n'a pas d'exemple, mais peut-être pourquoi pas essayer. L'installation des panneaux sur des toitures zinc ou des immeubles haussmanniens. Moi, j'ai un projet dans le 14e qu'on suit depuis quelques temps et la direction d'urbanisme nous demande des adaptations au projet. Voilà, faut essayer avec votre architecte de faire des dépôts. Ça peut être vrai aussi, là, il y a des questions sur des murs qui sont entre deux propriétés, par exemple, ou des murs pignons, des façades. C'est pareil, il faut monter les projets. Donc, dans le cadre de CoproOasis ou dans le cadre de ERP+, donc Éco-Rénovons Paris Plus, dont on a parlé, s'il y a de la rénovation aussi, et essayer de voir avec la direction d'urbanisme si elle accepte ou sinon les aménagements possibles. Alors, on revient sur une question plus technique. Quelle hauteur de substrat faut-il pour planter des arbustes? Alors, juste avant de vous laisser la parole, je complète juste cette question en précisant que pour les aides donc de CoproOasis et Éco-Rénovons Paris, il y a des limites de substrat, c'est-à-dire qu'il y a des hauteurs de substrat minimum. Voilà. Considérez que c'est de la végétalisation, donc
appliquer les aides. Donc là, la question, c'est quelle hauteur de substrat faut-il pour planter des arbustes? Donc j'imagine que c'est en toiture ou en cour. Normalement, pour bénéficier d'une bonne profondeur de sol, il faut de 20 à 30 centimètres l'idéal. Mais ça dépend. Ça dépend aussi des contraintes techniques. Donc, si c'est toiture ou bien dans le sol. Donc, si dans le sol, on a bien sûr plus de possibilités d'avoir la profondeur qu'on a besoin, mais parfois sur la toiture, on n'a pas. Mais le minimum, c'est 20 centimètres. Il y a Pardon, là un... pardon Pardon? aussi, Adèle, puisque j'ai oublié de dire aussi, ça dépend aussi de la plante ou bien de la végétalisation. Quel type aussi, puisque chaque type de plante a besoin aussi parfois de type de substrat spécial. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'était pour un arbuste, donc c'est 20 centimètres à peu près pour un arbuste. Si Oui, c'est là, il y a quelqu'un qui donne un exemple des endives qui peuvent être plantées. Donc là, voilà, ça, c'est moins. C'est des plantes plus basses que des arbustes, donc c'est moins de substrat. Après, il y a aussi toute la question de l'évacuation des eaux, la perméabilité des sols, etc., en fonction de si c'est une végétalisation sur dalle ou pas. Et les études portent aussi souvent sur la portance. Par exemple, si c'est une végétalisation qui est faite sur une dalle qui est au-dessus d'un parking, va y avoir voilà, l'étude va porter sur le combien de poids peut supporter la toiture. Ça va dépendre aussi de ça, de la taille du substrat et du coup la plante que vous pouvez mettre en fonction de ça. Euh, J'ai une question, là on sort un peu du technique sur est-ce qu'on peut lancer des travaux de végétalisation même s'il n'y a pas un accord majoritaire des copropriétaires? Est-ce qu'il y a certaines mesures d'encouragement à la végétalisation et est-ce que ça va devenir obligatoire? Alors, pour les travaux de végétalisation en copropriété, il faut que ce soit voté en AG. Donc, dans tous les cas, il faut que l'étude de végétalisation soit votée en AG et qu'après, le projet de végétalisation soit voté en AG. Est-ce que ça va devenir obligatoire pour l'instant? On en a, enfin, c'est pas dans les tuyaux. Et les mesures d'encouragement, c'est au niveau de la ville de Paris, en tout cas, c'est le dispositif CoProASIS. Donc, ce sont des aides aux études et aussi aux travaux. Je reprends pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Et aussi les aides qu'il y a dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, qui est un dispositif donc d'aide à la rénovation énergétique et aussi à la végétalisation. Au niveau national, pour l'instant, il n'y a pas d'aide. Là, c'est des aides de Paris, de la ville de Paris. Euh, voilà, je suis en train de relire les questions. On a une remarque. Quand on a une toiture relativement plate à refaire, on a donc tout intérêt à coupler rénovation énergétique, isolation et végétalisation. Oui, c'est exactement ça l'idée. C'est que si vous avez votre toiture à refaire, l'idéal, donc, c'est de faire un projet de rénovation. Enfin, l'idéal, si c'est une idée de votre copropriété de végétaliser, c'est de coupler les deux, donc réflexion de la toiture avec isolation et végétalisation. Après, à voir ce qui est possible de faire ou pas. Je ne sais pas si Claire, tu peux répéter, parce qu'on a pas mal de questions sur les dispositifs ERP+, et CoProASIS. Peut-être juste rappeler les deux. Donc, pour rappel,
dans tous les cas, les entrées au dispositif CoProASIS et Éco-Rénovons Paris Plus et les aides à la rénovation énergétique de manière plus générale, la première étape, c'est de s'inscrire sur Coach CoPro pour être mis en lien avec nous. Je souhaite. Oui, oui. Donc c'est vraiment, enfin, dans tous les cas, si vous avez un projet, que ce soit de végétalisation ou même bah, et du coup de préservation de la biodiversité, puisqu'on parle de ça aussi, et ou de rénovation énergétique, faut vraiment du coup se passer par Coach CoPro et après vous aurez dans tous les cas un conseiller ou une conseillère qui va vous aider à vous orienter si vous avez un doute bah, sur votre projet ou si c'est même juste une idée. Vous pouvez être orienté par les conseillers en fait. Donc vous aurez une aide technique dans tous les cas et des informations donc là, on a bien développé chaque dispositif, mais dans tous les cas, la première étape, c'est de contacter l'Agence parisienne du climat et à ce moment-là, vous aurez de toute façon un conseil et une orientation vers le bon dispositif où on vous dira si oui ou non, bah, en fait, le projet est faisable, rentre dans les critères, etc. Ou on vous conseillera justement pour que votre projet puisse rentrer dans les critères. Euh, Voilà, globalement, c'est ça. Il y a un dispositif vraiment 100% lié à la végétalisation, donc qui est CoProASIS, et un dispositif qui cumule rénovation énergétique et végétalisation, qui est Éco-Rénovons Paris Plus, qui permet de débloquer plus de financement à la fin, puisque on est sur un projet plus global et plus conséquent. Voilà. Mais si vous avez une copropriété qui n'a pas besoin de faire de rénovation énergétique, vous pouvez tout à fait vous engager avec CoProASIS. Et puis voilà, ça rentre dans ça fonctionne pour du coup soit une étude, soit pour des études préalables sans obligation de travaux, donc ça c'est intéressant. Ça fonctionne du coup pour des cuves de stockage, pour les eaux pluviales et des plans de grappes en fosse, pour des cours d'immeubles et pour des toitures. Et pour le dans Éco-Rénovons Paris Plus, c'est à peu près les mêmes postes de travaux puisque c'est à peu près les mêmes idées. Donc voilà. Et dans tous les cas, toutes ces informations-là vous seront données par le conseiller ou la conseillère au moment où vous contacterez l'agence. Donc, si vous avez le moindre doute, voilà, ils sont là pour ça. Et en parallèle, du coup, vous avez aussi toutes les clés en main. Si vous êtes intéressé par favoriser la biodiversité aussi dans votre copropriété, bah, par les indicateurs que vous ont proposé du coup la, euh, Madame Qatar. Donc voilà, vous avez aussi des indicateurs techniques aussi que vous pouvez trouver via d'autres associations pour vous engager vers un projet bah, complet finalement. Oui, et vous pouvez aussi sur via Coach CoPro trouver sur l'annuaire Coach CoPro, c'est un annuaire de professionnels, trouver des noms d'entreprises, de prestataires, notamment des paysagistes qui peuvent faire des études. Donc vous tapez sur l'annuaire végétalisation ou paysagiste et vous pouvez filtrer voilà par arrondissement, etc. pour avoir des contacts de professionnels. Et donc, pour rester sur la même veine, on avait une question sur le déroulé précis d'une démarche CoProASIS, du début à la fin, avec les étapes et les délais. Donc, la première étape, vous l'avez compris, c'est de s'inscrire sur coachcopro.com. Comme ça, vous êtes mis en lien avec nous. Donc, on est 20 conseillers sur Paris, conseillers et conseillères. On est répartis par arrondissement. Une fois que vous avez inscrit votre copropriété sur la plateforme, on vous contacte, donc en fonction de où vous êtes, enfin, l'adresse de la copropriété. Et après, on voit avec vous quel est le projet. Si en effet, il n'y a pas de projet de rénovation énergétique, c'est uniquement un projet de végétalisation. La première étape, ça va être donc de faire des études du projet qui sont financés à hauteur de 5 000 € dans ce cadre-là. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit avec vous un formulaire. C'est
un Word qui tient sur une page de demande de subvention pour l'étude CoproOasis auprès de la ville. Donc, on remplit ça avec vous. La ville peut répondre sous un mois sur est-ce que oui ou non il y a une aide de 5 000 € donc sur la partie étude du projet. Après, voilà, il faut quand même que ce soit un projet un peu précis dans le sens où vous savez déjà ce que vous voulez faire comme type de végétalisation et à quel endroit sur votre immeuble. Et voilà, et une fois qu'on a envoyé le dossier le formulaire à la ville et qu'on a une réponse sur, sur si oui ou non il vous accorde l'aide sur l'étude, vous lancez l'étude avec le prestataire. Donc, vous aurez sélectionné avant sur l'annuaire et nous, on peut vous aider à se faire ça aussi, à relire les devis des paysagistes. Voilà. Après, il y a l'étude donc, qui est menée avec le paysagiste. Une fois l'étude menée, vous avez le vote en AG, donc de la... Non, c'est avant, pardon. Le vote en AG pour l'étude. L'étude est menée avec l'accord de la ville sur les 5 000 €. Et une fois que vous avez tout le projet qui est monté, on demande le versement des 5 000 € à la ville. Ça fonctionne à peu près pareil pour le DTG. Et une fois que vous avez votre étude qui est financée donc par la ville, vous avez un deuxième vote là sur vraiment la réalisation du projet de végétalisation. Parce que ça doit passer en AG. Donc il y a un vote sur les études et un vote ensuite sur les travaux de végétalisation. Et ensuite, il y a les travaux qui sont faits. Ça, c'est surtout si vous avez un projet de végétalisation qui est un peu important, c'est-à-dire que voilà, il y a un substrat qui est mis, etc. Ça peut être après des projets plus simples qui sont des mises en place de jardinières. Là, ça rentre pas dans le cadre de CoproOasis. Donc là, il n'y a pas de vote en AG, etc. Si vous avez, entre guillemets, que des jardinières à mettre, là, ça relève plutôt de l'embellissement de la cour et c'est plus dans le cadre de CoproOasis parce qu'il n'y a pas la question de la perméabilisation des sols et de la gestion des eaux pluviales, etc. On parle bien de végétalisation, effectivement, donc en cours ou en toiture. Et j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est important. On ne met pas d'espèces envahissantes ou invasives, bien sûr, dans les projets de coproasis, sinon ça n'est pas validé. On a une question sur existe-t-il une carte des secteurs de renforcement végétal? Donc, je ne sais pas si au national ou sur Paris, mais voilà, si vous avez connaissance d'une telle carte. Oui, il y a des cartes, mais je peux pas vous dire les noms actuellement parce que je dois les chercher. Mais il y a des cartes qui existent, oui. Euh, il y a au niveau national, exactement. Et c'est à l'échelle de région. Là, on peut voir par région aussi sur ces cartes. Je sais aussi que la ville de Paris, a fait une cartographie aussi assez précise de ces corridors écologiques et de ces espaces d'intérêt écologique et paysager. Donc, en soi, c'est sur le site de la ville de Paris. En soi, si vous pouvez situer à peu près votre copropriété, vous pouvez voir justement, est-ce que vous êtes proche, même sur un corridor écologique ou à côté d'un espace à intérêt écologique et ou paysager, qui sont souvent d'ailleurs des espaces verts finalement. Et donc là, c'est vrai que c'est un intérêt encore presque plus important si vous avez par exemple une cour, voilà, ou un espace de pleine terre, d'en profiter pour végétaliser et favoriser la biodiversité qui du coup soit passe par votre copropriété ou passe pas très loin de votre copropriété. Voilà. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez regarder effectivement aussi sur la ville de Paris. Et encore, il y a le CEREMA aussi. Il a aussi des cartographies là-dessus aussi, au niveau national. Et alors, il y avait encore une question sur les critères pour bénéficier des aides du programme ERP+. Alors, ERP+, c'est Éco-Rénovons Paris+.
Là, je vous invite à vraiment vous inscrire sur Coach CoPro et à prendre contact avec nous, même si je sais, on met un peu de temps à répondre, on met à peu près un mois à répondre. On répond à tout le monde. C'est que les critères, voilà, il faut qu'on voit avec vous, en fonction des copropriétés et des projets, comment vous intégrez au dispositif. Il y a des critères précis, mais je ne vais pas les détailler là parce que c'est pas vraiment l'objet et que c'est un peu long à détailler. Euh, voilà. Alors, j'avais une autre question sur est-ce que la direction de l'urbanisme peut accepter la dépose d'une toiture en zinc sur un immeuble sur cour pour la remplacer par une toiture végétalisée? Faudrait essayer de déposer le projet, mais j'ai un peu du mal à croire qu'ils acceptent de remplacer une toiture zinc par est-ce que c'est une toiture, un toit terrasse? Je sais pas. Je pense que non, parce que c'est des immeubles mansardés en général. Ça dépend des quartiers, ça dépend des arrondissements, parce que les architectes du bâtiment de France sont répartis aussi par arrondissement. Ils ne sont pas sur tous sur les mêmes secteurs dans Paris. Voilà, à tester. Il faut monter les projets, il faut tester. Mais on a bon espoir, nous, en tout cas, que ce soit pour la rénovation énergétique, pour la végétalisation, tout ce qui est panneaux solaires, photovoltaïques, que voilà, à l'avenir, ce soit de plus en plus pris en compte. C'est pris en compte dans le plan climat de la ville de Paris, de plus en plus dans le plan local d'urbanisme aussi. On espère que ça sera de plus en plus pris en compte par les architectes du bâtiment de France et la direction de l'urbanisme aussi. Alors, il y a peut-être une dernière question. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. C'est sur l'entretien. Une fois qu'on a fait de la végétalisation, voilà, comment est-ce qu'on entretient la végétalisation qu'on a faite? Qui s'en charge? Est-ce que c'est une société qui s'en occupe? Est-ce que ça peut être les copropriétaires? Voilà. Et ça va avec, dans l'étude préalable, est-ce qu'il y a une estimation du coût annuel de l'entretien? Hmm, Pour l'estimation, je suis pas certaine. Non, en fait, ça dépend parce qu'effectivement, pour une fois que c'est fait, c'est un peu à la copropriété de décider, je pense. Si je sais que certaines copropriétés végétalisées que j'avais moi rencontrées, en fait, il y a des personnes volontaires et qui s'occupent en fait de leurs espaces verts et au contraire, justement, ça regroupe les copropriétaires et c'est un moment de partage. Et d'autres font appel à une société. En fait, ça c'est un peu au bon vouloir de la copropriété. Après, l'idée étant que si on a végétalisé et qu'on a justement fait une étude préalable avec et qu'on a choisi telle et telle sorte, telle et telles espèces qui sont locales, etc., c'est de derrière maintenir un minimum voilà, ce cahier des charges et de rester sur des espèces locales, etc. De toute façon, qui sont plus faciles d'ailleurs souvent à s'occuper, puisque c'est des espèces locales qui seront adaptées à la ville de Paris. Mais après, ouais, ça, c'est au vouloir de la copropriété. Sachant que sur certains points d'entretien, notamment par exemple la coupe de l'herbe, etc., parfois faire appel à une entreprise, ça répond pas forcément non plus au respect de la biodiversité parce que voilà, ça va être fait régulièrement, alors que parfois certains copropriétaires engagés et au courant et sensibilisés vont savoir presque parfois mieux, voilà. Favoriser la biodiversité dans leurs espaces verts. Voilà. Donc après, sans vouloir de chaque copropriété. Et pour l'estimation, je pense pas parce que ça dépend l'entreprise, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'estimation à donner. Voilà. Ils peuvent peut-être essayer de faire une estimation en fonction de ce qui a été fait comme végétalisation sur quel niveau d'entretien il faut et du coup peut-être quel coût est associé. Est-ce que ça peut être fait voilà, au sein de la copro ou est-ce qu'il faut une prestataire extérieure?
Ça dépend les espaces aussi. Sur une petite cour d'immeuble, ça reste convenable. Après, et généralement à Paris, on est sur des espaces qui sont pas très grands. Et s'il y a un ou deux arbres en pleine terre, peut-être, parce qu'il y a des choses à faire de temps en temps, mais globalement, l'entretien d'une végétalisation, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est plus la mise en place. Mais du coup, il y a des aides, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, non, vu l'heure. Et oui, il est l'heure, tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Et je remercie grandement Madame Qatar de nous avoir expliqué son projet. Du coup, je vous invite à aller sur les différents sites qui ont été nommés ce soir, notamment du projet Big. Chez nous, c'est du coup Coach CoPro hein, pour nous contacter. J'ai aussi mis le lien d'Adaptaville parce que c'est un projet à l'Agence parisienne du climat avec des fiches explicatives sur la vitalisation, etc. en copropriété. Donc, ça peut être intéressant aussi pour les copropriétaires. Et j'espère qu'on vous aura motivé à végétaliser vos copropriétés. Voilà. Bon, merci. Merci. Et le Merci. replay donc sera disponible sur la chaîne de l'Agence parisienne du climat sur YouTube. Et on vous enverra dans les prochains jours le support et les liens aussi intéressants voilà, sur l'annuaire des professionnels coach pro et le reste. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.